Le Corbeau, un film qui raconte l'histoire d'un petit village dont le calme est troublé par une série de lettres anonymes. Elles décrivent des horreurs et sont toutes signées Le Corbeau, un récit tellement marquant que le mot est resté. Ce que les gens savent moins, c'est que tout est inspiré de faits réels. Ça s'est déroulé dans la petite ville de Tulle il y a plus de 100 ans. Un personnage démoniaque va envoyer plus d'une centaine de lettres, briser les réputations, détruire des carrières, insulter à tour de bras, faire la une de tous les journaux et même pousser les gens à mettre fin à leur jour. La toute première victime s'appelle Jean-Baptiste Moury. Il est cadre à la préfecture de Tulle. La lettre qu'il reçoit n'est pas signée, écrite en lettres majuscules et dit ceci. N'épousez pas mademoiselle Laval, c'est une sirène, une charmeuse, qui vous rendra malheureux. C'est plutôt étrange, Monsieur Moury connaît bien mademoiselle Laval. C'est la petite sœur d'un de ses collègues. Elle a récemment été engagée à la préfecture et travaille dans le même service. Mais elle ne l'intéresse pas du tout. Alors qu'il se demande. Qui a bien pu écrire un message pareil? Un jour, Angel Laval vient le voir. Elle lui explique avoir reçu une lettre anonyme. Une lettre qui parle de lui. On le décrit comme un menteur et un séducteur. Méfiez-vous de Monsieur Moury, c'est un ennemi. Il vous calomnie chez sa maîtresse. Tous les deux se mettent d'accord, faut pas que ça s'ébruite. Alors ils brûlent les lettres et passent à autre chose. Cette petite histoire va alors s'effacer, devenir un lointain souvenir. Moury laisse tomber sa maîtresse et se rapproche d'une femme plus jeune, Marie-Antoinette Few, une dactylo qui vient d'arriver à la préfecture. Très vite, ils ont des projets de mariage. Faut croire que le Corbeau le surveillait de près, car c'est à peu près au même moment qu'une nouvelle série de lettres est envoyée. Cette fois, c'est Moury, sa famille et ses proches qui sont visés. Dedans, on insulte violemment sa nouvelle compagne. Je suis surpris qu'un homme intelligent et distingué comme Monsieur Moury veuille épouser une rouleuse comme la petite Few. Hardie, effrontée, elle a des amoureux et des amants. Une vulgaire, intrigante, une coucheuse. Puis tout à coup, c'est l'inverse. C'est Moury qui est critiqué. Moury le cornard, le roi des cocus. Une lettre est même envoyée au préfet qui demande à ce qu'on l'oblige à épouser Marie-Antoinette le plus vite possible, car il lui manque de respect publiquement. Pendant quelque temps, il doute un peu. Et si l'auteur des lettres, c'était sa future femme? Mais il abandonne l'idée et les tourtereaux se marient. C'est là que ça explose. Les membres de la préfecture et leurs familles sont inondés de lettres anonymes. Chaque habitant de Tulle peut se retrouver insulté, calomnié, humilié. Désormais, elles ne sont plus postées, mais laissées sur place pour que les gens les trouvent. Dans des couloirs, dans la rue, à l'église, sur des bureaux. Jamais cachetées pour qu'on puisse les lire avant de les donner aux destinataires. C'est presque un jeu pour ceux qui sont dans la confidence. Qu'il prenne garde à ne pas avoir la colique le jour de son mariage. Dufour, c'est un crétin, un imbécile, un bon à rien. Dufour, l'épave de la préfecture, l'incapable, le voleur de Elle a l'art. volé un jambon chez Treffel. Sans cœur, cette vipère. Cette Sa salope. femme est une salope. Son oncle est un assassin. Les thématiques s'enchaînent et se ressemblent. Infidélité, insulte, calomnie, vol, trahison. L'auteur ira même jusqu'à afficher sur la porte du théâtre une liste de 14 personnes accompagnées du nom de leurs amants. Désormais, les lettres ne sont plus toutes anonymes. Le Corbeau se fait passer pour des habitants, ou bien signe mystérieusement l'œil du tigre. En plus, il est malin. Régulièrement, au milieu des insultes, il fait des compliments à la nouvelle Madame Moury. Les Few, ils sont très riches. Mademoiselle Few est aussi belle que bonne. Une créature idéale. Une femme d'élite. Forcément, ça attise les suspicions. L'œil du tigre, lui, continue de plus belle. Il envoie des lettres de menaces à ceux qui critiquent le couple. Ils ont intérêt à arrêter. C'est tellement louche qu'un groupe se forme autour du grand frère Laval, lui-même victime de nombreuses lettres, afin d'aller déposer plainte contre Madame Moury, désormais principale suspecte dans l'esprit des gens. Là encore, les lettres prennent la défense du couple, ordonnent à Laval et ses amis de retirer leur plainte et menacent Angèle des représailles pour les actions de son frère. On commence à se regarder de travers. Des réputations sont salies, des gens moqués, les lettres, elles, s'allongent. L'œil du tigre n'a pas l'air capable de s'arrêter d'écrire. Il joue à un jeu dangereux, un peu trop dangereux. Un jour, il écrit la lettre de trop, celle qui transforme le plaisir malsain en crime. Dedans, il avoue. L'œil de tigre, c'est moi, Madame Guibert.
Madame Guibert, c'est la femme du greffier de la préfecture. Franchement, jusque-là, personne ne l'a soupçonné. Le couple est très respecté. Évidemment, c'est un mensonge. Elle a rien à voir là-dedans. Mais son mari n'encaisse pas le choc. Il perd la raison. Sa femme se retrouve obligée de l'interner à l'asile, où il meurt quelques semaines plus tard, la veille de Noël. On n'a pas de certitude, mais on suppose qu'il s'est donné la mort. Peut-être pour couvrir les accusations qui pesaient sur sa femme, ou bien car cette fausse vérité était trop dure à supporter. C'est le premier mort de l'œil de tigre. Non seulement cette affaire prend une toute autre dimension, mais le timing est particulier. Quelques mois plus tôt, s'est terminé le procès d'un des plus célèbres tueurs en série français, Landru. La presse est à la recherche d'histoires pour le remplacer. Là, c'est le combo parfait. Commérage, tromperie, insultes, humiliation, et maintenant des morts. Début 1922, l'affaire des lettres anonymes de Tulle est la nouvelle sensation des journaux parisiens, qui vont se faire un plaisir d'exagérer l'affaire. On cherche des témoignages extraordinaires de gens qui reçoivent des lettres tous les jours. On spécule sur les coupables, ou on se moque de la campagne. Tulle est en prise à la terreur. Un démon rôde. La vérité, c'est que la plupart des habitants de la ville découvrent l'affaire en même temps que les journaux. Les lettres sont très souvent distribuées aux membres de la préfecture, leurs amis et leurs familles, ce qui laisse penser que le coupable pervers s'y cache. Le juge chargé de l'affaire est sous pression. Il a enquêté sur Marie-Antoinette Moury, sans succès. Maintenant, il a un mort sur les bras et des journalistes à l'affût. Il doit faire bouger les choses. Alors, il décide, peut-être sous l'influence d'un ami journaliste, d'organiser une séance d'hypnose avec les 3 principales suspectes. C'est un fiasco. Il n'obtient aucun résultat. L'une s'endort profondément, l'autre n'a aucune réaction, et la troisième panique et supplie qu'on la réveille. Surtout, l'affaire s'ébruite et jette la honte sur l'homme de loi. En 1922, l'hypnose est considérée comme une science occulte, et un magistrat qui l'utilise dans une affaire, y a de quoi ruiner une réputation. Alors, il se précipite pour demander une mutation, afin d'éviter le conseil disciplinaire. Mais ça veut au moins dire une chose, il y a des suspects. Une femme dont on n'est pas sûr de l'identité, Madame Moury évidemment, mais aussi Angèle Laval, la toute première victime des lettres. Plusieurs choses étranges ont été découvertes à son sujet. En plus de travailler à la préfecture, elle a toujours été un peu amoureuse de Monsieur Moury, qui a souvent repoussé ses avances. Elle faisait partie des personnes dont l'œil de tigre avait pris l'identité pour écrire de fausses lettres d'aveu. Un peu comme Madame Guibert. Peut-être qu'il y avait un fond de vérité dans l'une d'entre elles. Puis il y a aussi une histoire un peu louche, où elle aurait révélé le contenu d'une lettre à son frère avant qu'elle ne soit rendue publique. Comment continuer l'enquête après ça? Comment prouver la culpabilité de l'un ou l'autre des suspects? C'est un coup du destin qui va venir changer les choses et provoquer la scène la plus exceptionnelle de toute cette histoire. La justice réussit à s'offrir les services d'Edmond Locard. Pour ceux qui le découvrent, c'est un médecin légiste qui a fondé le tout premier labo de police scientifique au monde. On peut dire que c'est l'un des fondateurs des méthodes d'enquête modernes. Forcément, avoir un type pareil sur le coup, ça ouvre des portes. Et il va avoir une idée géniale, organiser une dictée au tribunal. Comme ça, on pourra vérifier sur place la crédibilité des suspects, puis comparer les écrits et les lettres. 8 femmes sont convoquées, Angèle Laval et sa mère, Marie-Antoinette Moury, sa mère et sa sœur, ainsi que 2 autres habitantes du même quartier, Madame Souni et Elisa Maury. Vous allez me dire, mais il suffit que le coupable change son écriture, non ? Certes, mais l'hypothèse de Locard, c'est que quelqu'un qui a envoyé autant de lettres a forcément développé des habitudes. Il aura beau tenter de camoufler son style, en continuant de le faire écrire avec la fatigue, le suspect se trahira. Pour accentuer les faits, on leur dicte des lettres qu'a véritablement écrites l'œil du tigre, et les oblige à utiliser le même style, c'est-à-dire des lettres capitales légèrement espacées. Et le pire, c'est que ça va marcher. La première suspecte est prise d'une crise panique. Pâleur, frisson des mains, accélération et arythmie du pouls. Il faut la convaincre de prendre la plume. Pour Locard, c'est déjà un signe de culpabilité, mais il observe attentivement. Paniquée à l'idée que son identité soit officiellement révélée, elle va passer 12 minutes à écrire la première ligne de sa dictée, passant et repassant sur chaque lettre dans un sens, puis dans l'autre pour camoufler le moindre indice, sans réaliser un seul instant à quel point son stratagème ne fait que l'enterrer. On va lui faire rédiger 5 pages jusqu'à l'épuisement. Évidemment, elle ne tient pas son rythme, fatigue et lâche prise. Regardez bien la différence entre le
haut et le bas de la première page. On voit à quel point le rôle qu'elle s'est inventé se défait sous les yeux des enquêteurs. Lockhart pointe les irrégularités qui trahissent son subterfuge. La barre supérieure du E qui disparaît, la partie droite du R qui s'étire et fait disparaître la boucle, ou encore la partie gauche des T qui se courbe. C'est un travail d'orfèvre auquel il se livre, comparant lettre par lettre la dictée et les créations anonymes. Plus aucun doute, l'auteur des lettres, c'est Angèle Laval, la vieille fille célibataire qui tentait de séduire Monsieur Moury depuis des années. La ville de Tulle est complètement sous le choc. Eux, qui depuis tout ce temps avaient une autre coupable en ligne de mire, vont faire payer cher cet affront à Angel, dont le nom est traîné dans la boue, sans vie sociale, obligé de se cacher chez sa mère, en attendant les conclusions officielles de l'enquête et de son inculpation. Sauf qu'une nouvelle tragédie va venir entacher une fois de plus cette histoire déjà sordide. Au mois de mars, Angel convainc sa mère d'aller se jeter ensemble dans un étang pour en finir, mettre un terme à cette vie brisée. La vieille dame se laisse couler la première et n'y survivra pas. Angel, elle, s'éloigne pour ne pas voir la scène, puis s'assoit sur la rive et attend. Elle sera repêchée par des passants qui l'entendent crier à l'aide et la voient littéralement se jeter à l'eau devant leurs yeux. Peut-être qu'elle n'avait jamais eu l'intention de le faire, juste d'être prise en pitié par le public. Un examen médical est commandé. Angel sera décrite comme victime d'aliénation mentale, maîtresse ni de ses idées, ni de ses actes. Une femme, seule, n'ayant jamais trouvé personne. Victime de frustration sexuelle et sentimentale qui a juste explosé sous la pression. D'ailleurs, ce sont presque les mots de Laval elle-même. La conclusion des experts, l'hystérie. Oui, bon, on est en 1922, à l'époque le terme d'hystérie était bien utile pour ne pas avoir besoin d'expliquer en détail les problèmes émotionnels dont pouvait souffrir une femme. Après, il y a une vraie frustration qui transparaît dans ces textes, mais c'est pas à nous de faire un diagnostic. En tout cas, sa responsabilité sera considérée comme grandement atténuée. Le procès arrive, Angèle s'habille tout en noir, convaincue qu'on va l'envoyer à l'échafaud. Le jugement tombe, 1 mois de prison avec sursis et quelques centaines de francs d'amende. Ouais, car après tout, elle est seulement coupable de diffamation et d'injure. Combiné à sa responsabilité diminuée, c'est plus grand chose.